Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous choisir pour vous informer et bienvenue dans cette grande édition d'information. Tout de suite, les titres. Inauguration du centre de formation de la protection civile à Kagbelen ce mercredi. L'établissement aura pour charge le renforcement du cadre organisationnel et structurel de la sécurité et c'est le président de la République qui a présidé la cérémonie. Une conférence d'entente nationale s'est ouverte ce lundi au Mali. Elle va réunir pendant toute la semaine les délégations en provenance des 4 coins du pays. La rencontre se déroule sans l'opposition et les syndicats du pays. Emmanuel Macron remercie Manuel Valls pour son soutien au premier tour de l'élection présidentielle. L'ancien Premier ministre précise qu'il sera le garant du renouvellement des visages et des pratiques. En cas de victoire, il ne gouvernera pas nécessairement avec Macron. Bienvenue à tous. Je vous le disais à l'instant, cérémonie inaugurale ce mercredi du centre de formation de la protection civile situé à Kagbelen. Ce centre a pour vocation le renforcement du cadre organisationnel et structurel de la sécurité. Plus de 3000 policiers sont en formation dans cet établissement. La cérémonie a été présidée par le président Alpha Condé. Explication au Kadia Diallo, Mohamed Aluseni et Kamara. Ce site abrite désormais le centre de formation des agents de la police ayant pour vocation la protection civile. En son sein, plus de 3000 agents parmi lesquels 304 qui viennent fraîchement de terminer leur formation. Leur mission s'attelle sur l'engagement citoyen. Vous comprendrez ma joie mais aussi l'émotion qui m'anime en m'adressant à vous ce matin à l'occasion de cette cérémonie qui marque de façon solennelle la fin de la formation de la toute première promotion des agents de l'École nationale de police et de protection civile. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour remercier l'ensemble des illustres personnalités. Il apparaît que le renforcement du cadre organisationnel et structurel demeure la préoccupation majeure du département de tutelle. Pour venir à bout des difficultés, on passe par la plaidoirie pour aboutir finalement à des propositions. Vous l'avez instruit, Monsieur le Président de la République, et nous avons suivi ses recommandations. Assurer un bel exemple, un meilleur exemple de coopération entre les forces armées, la gendarmerie nationale et la police. Cela traduit éloquemment l'excellence des relations entre nos deux institutions qui œuvrent toutes, chacune en ce qui la concerne, dans le cadre de la sauvegarde de l'intégrité territoriale de la Guinée et de la protection des populations. Le credo de cette police est d'inculquer l'esprit citoyen et la culture de la protection civile. Grâce aux efforts de la Guinée et avec l'appui des partenaires internationaux et de l'Union européenne en particulier, la Guinée disposera progressivement d'une police mieux formée et plus compétente, garante de l'état de droit. Cette cérémonie a été présidée par le président de la République. La création d'un centre de formation de ce type résulte de la politique de garantir les droits et devoirs des citoyens. Ce service mis sur pied doit être une occasion de donner une résonance particulière au déficit de confiance entre les populations et les corps habillés. Le comité de pilotage de l'initiative pour la transparence des industries extractives a présenté ce mercredi son rapport annuel de 2015. Cette présentation a eu lieu à la Direction nationale des mines en présence du ministre des Mines et de la Géologie. Dans l'ensemble, le résultat obtenu a été apprécié comparativement à celui des années précédentes. Malik Sangiana Kamara, Salifouli Fossissé pour le reportage. Le rapport ITIE-Guinée vise à renforcer la compréhension du niveau des contributions du secteur extractif au développement économique et social du pays. L'essentiel des revenus du secteur extractif en Guinée provient de la bauxite. Elle représente à 60%. Ensuite vient l'or. Le gouvernement a déjà mis en place des moyens pour pouvoir améliorer la qualité des rapports avec l'appui des partenaires techniques et financiers. Et nous continuons à travailler dans ce sens pour que nous puissions maintenir la conformité. Au-delà de la conformité, nous devons continuer à utiliser
l'ITIE comme un outil d'amélioration de la gouvernance d'une manière générale dans le secteur et donc d'amélioration de l'impact du secteur minier sur les populations locales. Un exploit considérable est enregistré par le comité ITIE Guinée en termes de chiffres, un résultat reluisant pour le développement économique du pays. Nous avons pu réduire les écarts qui étaient dedans. Les écarts sont maintenant au niveau de 0,3%, alors qu'au départ c'était à 2,4%, ce qui est une grande amélioration. Nous avons constaté comme élément essentiel que nous devons poursuivre la diversification parce que l'essentiel de ces revenus vient de la bauxite. Nous pouvons dire que le résultat est vraiment satisfaisant puisque nous sommes, comme le disait le secrétaire général, à moins de 1%, on est à 0,3%. Ça c'est vraiment significatif. Pour la vulgarisation du rapport ITIE Guinée 2015, des doléances ont été posées au ministre Magasuba. Il s'agit de diffuser le rapport dans le journal officiel de la République, doter l'ITIE des moyens de déplacement. Des améliorations nettes seront constatées dans les jours à venir, a répondu le ministre des Mines et de la Géologie, sans mettre la corde au cou. Et il est désormais possible de se faire une idée du cadastre minier guinéen grâce à la création d'un portail web par le ministre des Mines et de la Géologie. Cette démarche vise la modernisation du cadastre minier et la transparence dans l'administration minière. Les organisations, notamment la coalition Publiez ce que vous payez, salue l'initiative. Son président invite les autorités à aller plus loin. Reportage Mamadou Boydialo, Ibrahim Assori, 5 Souma. La Guinée dispose d'un grand potentiel minier sous-exploité. Au-delà des revenus générés par l'exploitation minière, la transparence dans la gestion de ces revenus doit être une priorité à tous les niveaux. C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministère des Mines, à travers le Centre de promotion et de développement minier, vient de mettre en ligne le cadastre minier. La démarche est saluée par certains organismes, notamment la coalition Publiez ce que vous payez, une ONG qui prône la transparence dans les industries extractives. La campagne mondiale de Publiez ce que vous payez encourage la politique des données ouvertes. C'est celui de créer des portails informatiques où on peut vraiment rendre accessible toute l'information minière. Et depuis les informations sur les conditions d'octroi des contrats, sur les conditions d'octroi des licences, mais aussi sur les paiements des sociétés. Le cadastre minier comporte les titres et autorisations accordées, les demandes en cours de traitement, les périmètres disponibles et les informations géologiques. La mise en ligne du cadastre minier permettra de rendre accessible l'information minière auprès des acteurs miniers et investisseurs. Le volet renforcement de capacité doit être de mise dans ce cas de figure. Il faut renforcer les capacités des acteurs de la société civile, renforcer les capacités des acteurs des communautés également, à pouvoir aller sur ces informations, attirer ce qui les intéresse pour vraiment dans le cadre du respect des droits des communautés. La mise en ligne du plan cadastral minier s'inscrit dans le cadre de la modernisation du secteur minier et par ricochet instaurer la transparence dans les industries extractives. Des filles et des femmes évoluant dans les institutions d'enseignement supérieur ont été distinguées. Une deuxième édition du service genre et équité du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui consiste à créer une compétition entre la couche féminine mais aussi les former dans des divers domaines. Explication d'Ibrahima Souma. Elles croient et sont résolument engagées pour l'équité et le genre. Mais d'abord, elles diagnostiquent profondément les difficultés auxquelles elles sont confrontées. Le constat pour ces dames résulte du fait que le nombre de postes occupés par les femmes à l'enseignement supérieur reste négligeable. Cette réalité est observée au niveau de presque tous les autres secteurs. Selon le service de planification et statistique de notre département, le taux d'accès dans les institutions d'enseignement supérieur progresse globalement. Cependant, celui des filles restait toujours faible en 2013-2014, avec 28,87%. Ce taux était encore beaucoup plus faible
dans les filières scientifiques. Leur combat ne consistera pas seulement à faire des plaidoyers ou à se résigner à leur sort. Elles veulent agir, d'où cette rencontre de l'initiative pour le développement de la formation des femmes et des filles. Et les chiffres sont quand même sombres, les chiffres sont inquiétants. Lorsque nous pensons qu'une grande partie de la population est féminine et que nous disons que le pilier de notre développement est l'éducation et l'enseignement supérieur en particulier, et qu'il y ait 2% ou 6% selon les catégories de femmes, cela est inquiétant. Cet appel s'ajoute à celui de la ministre de l'Action sociale qui, sans embâche, a posé le même problème et indique qu'un pas est déjà franchi. Et je suis convaincue qu'avec ce genre de programme, nous ne ferons que donner la place qu'il faut pour les femmes guinéennes dont le professeur Alpha Condé a déjà donné le ton. Le grand défi pour elle est comment mettre en pratique les conventions internationales ratifiées par la Guinée dans le cadre de la promotion féminine. Aussi, les occupations familiales qui empêchent l'évolution des femmes ou des filles dans l'administration. Très attentif à ces plaidoyers, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique promet de rendre effectifs les différents discours prononcés par ces femmes. Je vous propose de l'écouter au micro de Djibril Ba. Tout à l'heure, j'ai cité la ministre et Madame Bara, la responsable du service genre équité. J'aimerais leur rendre hommage. Mais j'ai dit aussi à la ministre tout à l'heure, dans son département, 80% des postes de responsabilité sont aux mains des femmes. Ça, c'est de la discrimination. On a parlé d'équité. Ça doit être au moins 50-50. Et je prends bonne note de l'invite de la chef de cabinet pour qu'au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, les femmes montent en grade. Rencontre entre les différents acteurs de la société civile et les représentants de l'Union européenne en Guinée. Les débats ont tourné autour de la problématique de la gouvernance dans le pays. Si la Guinée occupe la 52e place sur 178 États, selon l'indicateur Transparency International, les acteurs devront préconiser des projets viables et bancables pour relever le défi. Alcéné Barry, Amara, Alex Silla pour le reportage. Ils sont plusieurs acteurs à se réunir autour du thème la gouvernance. Aujourd'hui, la société civile laisse tomber le schéma classique, celui de la dénonciation, pour être force de proposition. Sur le terrain, le constat est alarmant, souligne le responsable du balai citoyen. L'indicateur Mo Ibrahim, indicateur de gouvernance, classe la Guinée au 42e rang sur 151 États, tandis que Transparency International lui met le pays à la 52e place sur 178 États. L'épreuve est urgente, des dispositions doivent être prises. Donc nous avons décidé de se retrouver, échanger, planifier des stratégies afin de booster la malgouvernance et faire de la promotion de la bonne gouvernance inhérente dans le pays. Cela n'est possible, c'est quand on réfléchit, qu'on travaille en synergie, qu'on se concerte et qu'on mutualise les efforts. Gouverner, c'est prévoir, anticiper aux difficultés du pays, estime le représentant de l'Union européenne. Et ces genres d'initiatives sont à encourager, ajoute-t-il. Même dans des pays où des guerres sévissent, les gens finissent par discuter autour d'une table. Et je ne vois pas aujourd'hui pourquoi les organisations de la société civile ne devraient pas également aller dans ce sens. Mais tout en restant dans leur mission originelle, tout en restant dans cette mission en tant qu'organisation de la société civile dont la vocation est de ne pas aller à la conquête du pouvoir politique, mais de rester pour travailler avec les citoyens sur l'essentiel du pouvoir. Tous les participants à cette rencontre sont conscients des obstacles qui freinent le développement du pays. C'est pourquoi ces débats ont lieu et doivent permettre de trouver des pistes de solutions aux différents problèmes. Dans ce même cadre, 3 grandes structures ont bénéficié de plus d'1 milliard, notamment CADEC, URHD et Balai Citoyen, pour financer les projets paix et citoyenneté, l'implication des femmes dans les instances de décision et suivi des politiques.
Dr Alpha Abdoulaïba et Sekou Koundouno sont parmi ces bénéficiaires. Ils sont au micro d'Alceni Bari et Amara Alexila. On a reçu un chèque de 329 millions. Ce chèque est un appui opérationnel au renforcement des capacités des fêtières CNOX, Balai Citoyen et la CONASOC, afin de nous positionner dans le cadre du suivi des politiques publiques. Des appels d'offres en passant par les marchés, la position des marchés, en passant par leur réalisation, en passant par les sociétés qui contractent avec l'État, nous serons là pour veiller au grain à travers notre dispositif des antennes préfectorales, régionales, communales et même des districts, à voir à peine fin comment ces contrats ont été peaufinés, comment ces contrats ont été réalisés à la base, est-ce que ces contrats ont des impacts sociaux sur nos populations à la base. La stratégie, c'est de faire des concertations et à travers ces concertations, élaborer un document de plaidoyer et vendre le document de plaidoyer au niveau des départements ministériels concernés par rapport à cette initiative d'implication des jeunes, non seulement au gouvernement, au Parlement, et au niveau des conseils communaux, les communes rurales et les communes urbaines de la Guinée. Je vous le disais également en titre, la conférence d'entente nationale qui doit favoriser la réconciliation nationale s'est ouverte ce lundi au Mali. Elle est censée réunir pendant une semaine toute la nation, mais la rencontre se déroule pour le moment sans l'opposition et des syndicats. Le président du Conseil des Maliens en Guinée salue cette initiative. Mamadou Sadio Baldé et Abou Koria Kourouba. Pendant une semaine, les participants vont faire le diagnostic de la crise qui secoue le Mali depuis plusieurs années. Les Maliens fondent beaucoup d'espoir en cette conférence de l'entente nationale. Il s'agit d'échanger avec les différents acteurs de la crise et ensuite dégager des voies et moyens pour aboutir à une charte de la paix. L'opposition et des syndicats brillent pour le moment par leur absence assez pour parler. Cependant, rassure Mohamed Sidibé, la porte n'est pas fermée. L'opposition, comme l'a fait la CEMA et le syndicat aussi, t'embarqueront, comme l'a dit le président, à la prochaine gare. Le président du Conseil des Maliens de Guinée précise. La conférence peut apporter une solution à la crise du Nord. Aujourd'hui, il n'y a pas que le Nord, il y a le centre qui se mêle. Il y a les mouvements terroristes qui perturbent. Donc je pense que la conférence doit pouvoir, parce qu'il faut rappeler que la conférence est prévue dans les accords d'Alger. La conférence d'entente nationale s'étend sur une semaine, mais pour ce Malien résident en Guinée, la paix n'a pas de prix et les jeux sont ouverts. Si au bout d'une semaine, on voit qu'il y a des choses à faire, la conférence sera naturellement prolongée. De toute façon, l'objectif visé, c'est d'avoir un résultat concret. Et le gouvernement s'est engagé, la commission y travaille là-dessus, et les participants aussi ont cette volonté. Donc, je pense qu'il n'y a pas de contrainte de délai. Tout ce qu'il faut pour aboutir à une solution définitive, les dispositions seront prises dans ce sens. Autre chose dans cette édition, la piste de Malanta sous-préfecture de Gawal est entièrement impraticable. Le député de la préfecture, préoccupé par la dégradation de cette infrastructure routière, a mobilisé la semaine dernière les populations de la localité pour la réparation de la route. Abdourahmane Baye, Ibrahima Awal, Kamara ont suivi les travaux. Un camion chargé de pierres, un fil d'attente pour le débarquement de la charge, ou encore le mélange de sable et de ciment, les habitants de la sous-préfecture de Malanta s'activent à la réparation de cette piste. Au milieu de ce chargement, le député Ousmane Gawal donne des instructions aux jeunes pour le bon déroulement des travaux. Nous sommes là, nous travaillons, nous allons camper ici pour à peu près une semaine pour refaire les kilomètres qui séparent, qui est le tronc le plus compliqué de la localité, et puis après on va progressivement aller vers Touba pour essayer de travailler pour soulager la population d'ici. Une initiative du député certes, mais la contribution financière des ressortissants de la localité ont permis la réalisation de ce projet. Préoccupés par le développement de leur localité, les habitants de cette sous-préfecture ont entamé les travaux sans l'aide des autorités locales, chose qui surprend l'initiateur. Et nous sommes surpris de voir qu'aucune autorité de la préfecture, ni le préfet, ni les sous-préfets,
ni les agents, les dépositaires de l'État n'ont jugé nécessaire d'être présents ici, ne serait-ce que pour encourager les populations laborieuses de ces territoires oubliés de la République. Cette sous-préfecture ne manque pas que d'infrastructures. De l'avis de ce député, l'État devrait faire face aux innombrables défis dont est confrontée la préfecture de Gawal. Et aussi rappeler à l'État qu'il doit s'occuper de façon équitable à l'ensemble du territoire national et que la Guinée, c'est aussi Gawal. Et quand on dit Gawal, on parle de Binani, on parle de Touba, on parle de Toubanding, de Solou, de Orepete, de Fitaba, etc. Et toutes ces localités jusqu'à Nantaba. Et donc tout ceci réclame un peu l'attention de l'État. Et puis, valoriser la culture de la région forestière, c'est le but du Festi Simandou, initié par la Fondation Dioma Fanta Fofana pour la paix. Il va se dérouler du 4 au 6 mai 2017 en Zérekoré avec la participation d'une dizaine d'artistes guinéens et d'autres nationalités. Mariam Nabé et Yacouba Traoré pour les détails. Il est à sa première édition et va se tenir du 4 au 6 mai prochain à Zérekoré. Le Festi Simandou est initié par la Voix d'Or de Konéa. Il vise la promotion de la culture de la région forestière. On aura le village du festival qu'on va essayer d'exposer. Là, réellement, le peuple guinéen a oublié nos traditions, même les manger qu'on faisait avant chez nous. Vous allez les voir dans les restaurants traditionnels lors du festival. Il y aura le tourisme. Ce tourisme, c'est quoi? C'est connaître réellement les premiers sages, comment Zérekoré a été fondé, quels sont les premiers habitants de Zérekoré. Beaucoup de surprises attendent les festivaliers. Au programme, des artistes guinéens comme Guerre Fautaille de Guinée et Kumba Vian Tonguino. Le Mali, le Sénégal et le Libéria sont quelques pays qui y prendront part. Aujourd'hui, on peut avoir tous les artistes de la Guinée, mais sans mêler les artistes sur le plan des artistes étrangers, le public qu'on a besoin, le public cible, on ne peut pas l'avoir. Et pour passer un message de la paix, il faut être en face au moins de 10 000, 20 000 personnes. Le Festival d'art et de la culture du Mont Simandou doit, selon l'organisateur, apaiser les tensions dans la région forestière de la Guinée. On veut la paix pour la Guinée. Et voilà qui met fin à cette grande édition d'information à tous. Merci de l'avoir suivi. Merci également à l'équipe de la rédaction ainsi qu'à celle technique. Surtout restez avec nous. Nos programmes continuent sur Espace TV. Et bonne soirée à vous où que vous soyez dans le monde. Au revoir.